Laurent le bagarreur contre Alassane le bâtisseur. Les joutes électorales du 25 octobre 2025 s'annoncent. Les candidats des différentes chapelles politiques se signalent aussi. Les différents meetings sont des lieux de passe discursive. De ce que l'on retient, à cette date, deux camps sont opposés. Celui des bagarreurs avec comme chef de file Laurent Gbagbo, représentant le PPACI, et l'autre camp, symbole de la paix et de la continuité et de la stabilité, représenté par le président Alassane Ouattara du RHDP. Le 25 octobre qui vient là, on va aller faire élection. Il y a deux groupes actuellement. Le premier groupe là, ça c'est le groupe de Laurent le bagarreur. Laurent Gbagbo se prend pour un boxeur qui n'a pas de pieds. Ce sont ces militants qui l'utilisent comme béquille. Mais lui, il va aller faire boxe. Et donc là, Laurent Gbagbo dit que l'élection du 25 octobre là, 2025 là, que tant que lui il est là, que lui ça va pas se passer. Maintenant, on dit tu vas te battre contre qui? Il dit je vais me battre contre Alassane le bâtisseur. Il dit quand je regarde tout ce que Alassane Ouattara a construit là, la jalousie veut me tuer. Quand je regarde tout ce que Alassane Ouattara a fait, puis moi je n'ai jamais été capable de faire là, la honte peut me tuer. Je marche sur son goudron. C'est lui qui me paye aujourd'hui. C'est lui qui me nourrit. C'est lui qui me soigne. Il dit tout ça là, je ne peux plus supporter. Donc là, je vais tout faire pour gâter le pays là. Et donc pour gâter là, il faut qu'on va faire palabre. On va se bagarrer. On va se battre. Donc aujourd'hui, quand vous regardez très bien, les élections présidentielles de 2025, c'est l'image la plus simple et la plus rapide qui rentre dans la tête des gens. C'est qu'il y a deux camps qui vont faire palabre niaga. Se prononçant sur son absence de la liste électorale, Seplou le bagarreur a annoncé lors d'une rencontre avec ses partisans le jeudi 7 juin 2024 à Port-Bouin, on a publié une liste sur laquelle il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo. Mais s'ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ici, en Côte d'Ivoire, parmi tous ceux qui font la politique, personne ne peut me traiter de voleur. Mais ils veulent qu'on se batte, mais qu'ils sachent qu'on se battra. Aujourd'hui, j'ai 80 ans et je me bats depuis que j'ai 18 ans. Et personne ne m'a encore battu. Je sais me battre. Je reçois des coups et je sais en donner. Ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Ça c'est Issoufou Silla qui disait ça le jeudi 7 juin 2024 devant les gens à Port-Bouin. Que lui il aime palabre, hein? Que lui de toute façon il aime faire palabre là. Que lui ne voit pas quelqu'un qui peut le débattre. Et depuis l'âge de 18 ans là, lui sa fierté là, c'est que partout lui il va il fait palabre seulement. Depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 92 ans, ça veut dire quand il fait 80 moins 18 là, il dit depuis 72 ans, lui se bat seulement. Il n'a même pas honte. Il dit que les gens veulent le traiter de voleur. Non, Laurent Gbagbo, toi-même là, tu as été d'abord un voleur et tu as reconnu que tu es un voleur. La justice n'a fait que te frapper. Sinon, il y a beaucoup de politiciens qui sont passés en Côte d'Ivoire. C'est toi, Laurent Gbagbo, qui a dit qu'il faut voleur. Mais tu n'as jamais prouvé. Quand tu es venu au pouvoir, là, tu pouvais juger le régime de Félix Houphouët-Boigny puis le condamner même après sa mort. Tu n'as pourtant pas fait cela. Pourtant, le premier politicien qui a accusé quelqu'un d'être un voleur, c'est toi, Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, quand la même chose t'arrive et qu'il y a des décisions de justice qui sont là pour prouver que tu as été un voleur, ça peut te faire mal, mais c'est la réalité. Au lieu de chercher à te battre pour détruire la vie et la stabilité de la Côte d'Ivoire, bats-toi d'abord pour chercher à laver ton nom, à devenir un homme digne. Tu n'as pas honte quand tu dis ça fait 72 ans que tu fais palabre. Et que c'est ça qui est devenu ton mode de vie. Mais Laurent Gbagbo, de la manière que tu aimes palabre, c'est comme ça que tu trouves des garçons comme Alassane Ouattara pour te limer comme il faut. Comme il t'a fait en 92. Comme il t'a fait en 2010. Et comme il t'a fait bientôt
comme il va te faire en 2025. Tu n'as pas dit tu aimes Palabre. C'est pourquoi aussi tu trouves des gens aussi là qui te fauchent et puis qui te jettent dedans. Donc si ça ne te fait pas honte, faut continuer. C'est même Alassane Ouattara qui t'a mis en prison en 92 là. Et puis t'as remis en prison après la crise post-électorale là. C'est lui qui est président maintenant. Et toi, tu n'as pas honte. Alassane Ouattara, il était opposant. Et puis il t'a attrapé pour te mettre en prison. Et puis il est venu gérer son pouvoir. Quand il était premier ministre là, tu pouvais dire que non, c'est parce qu'il était au pouvoir, il était premier ministre, toi tu étais opposant. Quand toi, Gbagbo, Seplou, Youssoufou Silla là, tu étais opposant, ouya là. En 92, là, il t'a attrapé et puis t'a jeté dedans. Ça, tu peux dire non, tu étais premier ministre, j'étais opposant. Après là, tu es devenu président, tu es resté président là. Il t'a attrapé comme un fruit pourri et puis t'a jeté dedans. Tu es redevenu opposant encore là. C'est papa et puis maman de ce qui t'a fait en 92 et puis en 2011 là. C'est ça, il va faire association là. Il va mettre les deux là, ensemble là. Quand il va te prendre cette fois-ci là, c'est Maka direct ou le camp pénal de Boaké. Et c'est là que tu vas comprendre que l'amusement est fini. L'analyse discursive de la phraséologie ci-dessus permet de cerner l'état d'esprit de Laurent Gbagbo. Au niveau sociologique, nous sommes au lendemain de la publication des listes électorales, donc dans un contexte préélectoral. Et les périodes avant et après les élections sont sensibles, voire conflictuelles. Mais ne vous trompez pas, hein? Laurent Gbagbo, pour l'individu qu'il est, et pour être un habitué, un abonné permanent au conflit inutile, il sait, en 72 ans, il a eu suffisamment d'expérience pour chercher des histoires et savoir comment créer des histoires. Laurent Gbagbo, avec son expérience de palabreux, sait que, en général en Afrique, si tu veux provoquer palabre là, faut toujours chercher à créer des conditions avant les élections ou même juste après les élections. Il connaît ça très bien. Et comme son nom n'est pas sur la liste électorale, il trouve donc que c'est mieux que cette fois-ci-là, puisque en Côte d'Ivoire, on a déjà tout essayé. On a fait crise post-électorale, on a fait guerre civile, on a fait coup d'État. Ces crises préélectorales, là, on n'a pas encore bien eu ça. Laurent Gbagbo dit, en 2025, là, lui, il va nous servir crise post-électorale et préélectorale. Quelqu'un qui était au pouvoir, lui-même sa propre CEI, là, il n'a pas eu confiance à sa propre CEI, il a fait palabre. Et cette fois-ci, là, Laurent Gbagbo, les chicottes qu'on a prêtées, là, faut commencer. C'est qu'on va te faire vivre, là. Chicoter que ton père et ta maman ne t'ont jamais fait, là. Tu vas connaître ça cette fois-ci. Et ça sera la fin de ta carrière politique. Et même de ta carrière humaine. Tu n'es pas sur la liste électorale. On dit que tu as volé l'argent des Ivoiriens. Si tu es fâché là, faut prendre un panier là, tu mets les 320 milliards dedans, tu t'en vas déposer au bord de la route à minuit. Quand on passe ce matin, on m'a dit, ah, il est venu déposer, on va prendre. Tu sais très bien qu'au lieu de chercher à te battre contre tous les Ivoiriens là, faut chercher à te battre contre la justice. C'est la justice qui t'a frappé. Toi qui es si courageux dans ta bouche, au lieu de venir jouer les woba-woba dans ta bouche, là, faut aller trouver la justice là-bas. Tu demandes au juge, c'est quel juge qui a dit que j'ai volé? Tu as la grosse, tu as la décision de justice là. Tu connais très bien. Mais c'est parce que tu as peur d'aller affronter les lois. Tu as peur de la voie légale que tu joues au brave dans ta bouche. Que je vais aller faire la bagarre. Laurent Gbagbo, tu reviens, on va te faucher, te mettre à terre avec tes deux pieds gauche là, et puis on va prendre nos pieds là pour taper dans le gueule là. Quand tu t'arrêtes devant tes partisans surexcités, tu joues, tu prends une posture de guerrier. Parce que pour toi là, la politique là, c'est toujours un conflit. Si ce n'est pas le conflit politique, c'est le conflit armé. Toujours. Toi, tu es inscrit dans le contexte de la guerre et du combat physique. Laurent Gbagbo, on est prêt, on t'attend. Nous-mêmes, on te guette il y a longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui te guettent il y a longtemps. Mais cette fois-ci, là, on va être ton terminus. C'est à dessein, car conscient que face à la loi, il serait forclos,
Laurent Gbagbo a donc opté pour la confrontation, la violence. Le mot « on va se battre » a été employé 15 fois et l'expression « donner des coups » a été reprise 6 fois. Au sens propre comme au sens figuré, donner des coups renvoie à user de la force, de la violence morale ou physique contre un tierce. Cette insistance dénote de la volonté de Laurent Gbagbo de faire usage de la violence et de mettre en alerte ses militants. Donc quand on voit des militants du RHDP, non, Laurent Gbagbo n'a pas encore donné le mot d'ordre. Il a déjà donné son mot d'ordre. Hein. Dans le discours du 24 juin 2025 à Port-Bouel, on va se battre là. Il a prononcé ça 15 fois. Je vais donner des coups. Ça veut dire, il va faire coup d'État. Et il va gâter le pays là. Il a prononcé donner des coups 6 fois. Il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour mettre dans la tête de ses militants que c'est la violence qui est leur seul recours aujourd'hui. Qu'ils n'ont plus d'autre choix parce que eux qui n'aiment pas respecter la loi est devenue aujourd'hui la plus grosse barrière qui ne leur fera pas cadeau. Et donc là, il a déjà mis ses militants en alerte maximale avec une feuille de route qui est claire. On va se battre. On va se battre 15 fois. On va donner des coups 6 fois. Mais face à ce Laurent Gbagbo qui joue les braves, les Rambo, sachez qu'il y a un autre qui est en face. Lui, on l'appelle Alassane le bâtisseur. Ses partisans l'appellent Brave Tchè. En tout cas, pour un brave, il n'a jamais perdu. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la République. Un homme dont chaque prise de parole est calculée et inscrite dans un agenda. Un homme, Alassane Ouattara, qui parle quand c'est nécessaire, mais qui sait surtout se taire. Parce qu'un homme qui est avare en parole attire toujours l'admiration. Parce qu'on se pose toujours la question, pourquoi il ne dit rien? L'improvisation et l'inélégance sont exclus. Avec Alassane Ouattara, rien n'est fait au hasard. Et puis, on n'agit pas sans élégance. Tout est fait, tout est classe. Quand il fait quelque chose, que tu sois un de ses partisans, mais son ennemi, si tu es son partisan, ton cœur est glacé. Mais si tu es son ennemi, ce qu'il fait là, ça va te piquer, mais tu ne peux rien faire. Parce que l'homme est trop classe. Et il a déclaré qu'il sera candidat pour l'élection de 2025. Il a affiché son ambition et il a donné ses raisons, tant au niveau du droit qu'au niveau de la réalité. Aujourd'hui, là, tout le monde est d'accord. C'est lui seul qui a pu faire de la Côte d'Ivoire un pays prospère après tout le chaos qui a été installé. C'est lui aujourd'hui qui a pu créer les conditions de la sécurité en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il a fait de la Côte d'Ivoire un pays où on ressent une certaine solidarité. Et pourquoi? Parce qu'il est soucieux des enjeux cruciaux auxquels doit faire face le pays. Là où Laurent le bagarreur était heureux de faire de nous un pays pauvre, très endetté, avec presque 52% de taux de pauvreté, aujourd'hui Alassane Ouattara a une bonne maîtrise de la croissance économique. Depuis qu'il est là, cette croissance économique ne fait que monter en puissance. Et cela attire, dans un contexte géopolitique mondial qui est plein de bouleversements, cela attire la jalousie des pays les plus pauvres qui entourent la Côte d'Ivoire. Et donc, Laurent le bagarreur a trouvé que, comme ces pays jaloux, comme le Mali, le Burkina, le Niger, sont en train de faire étalage de leur jalousie, pourquoi ne pas changer mon nom pour dire que je suis devenu panafricain? Je vais maintenant les utiliser pour venir détruire la cohésion sociale. Et je vais maintenant utiliser ces personnes-là pour venir tuer les Ivoiriens. Parce que je n'aime pas voir, moi, Laurent Gbagbo, les Ivoiriens en paix. Je n'aime pas les voir quand ils sont en train de sortir de la pauvreté. Et donc, ce que les Ivoiriens méritent, c'est la guerre.
Des chantiers importants qui lui tiennent à cœur au président Alassane Ouattara, au point d'accepter de briguer un autre mandat. Nous là, on ne comprend pas français. Le premier mandat, il l'a fait en construisant de la Deuxième République. C'est vous les gars qui avez dit que Alassane Ouattara qu'il a endetté le pays, non? Maintenant là, mandat qui va faire en 2025 là, sa priorité là, tout l'argent qu'il a pris là, il va payer. Quand il va finir de payer l'argent là, maintenant là, les travaux qu'il était en train de faire là, c'est parce que, à part lui là, vous ne pouvez pas continuer. Donc il va finir le travail qu'il a continué. Et il n'a pas pris sa décision parce que ça lui plaît d'être président. Mais c'est parce qu'il pense d'abord aux Ivoiriens. Et c'est à l'appel des millions d'Ivoiriens qu'il a répondu. L'appel du devoir peut transcender la parole donnée, même de bonne foi. Cette phraséologie à elle seule résume l'état d'esprit du président Alassane Ouattara. C'est un bon patriote qu'il a accepté de conduire le pays pour les 5 prochaines années. Comme en 1990, lorsqu'il a accepté de répondre à l'appel du pays à genoux sous la gouvernance du PDCI. Les Ivoiriens ont à choisir entre retomber dans les violences ou avancer sur le chemin du progrès avec le président Alassane Ouattara, l'artisan du renouveau ivoirien. Sachez qu'Alassane Ouattara, c'est un homme politique et chaque homme politique trace son destin. Si Laurent Gbagbo a tracé son destin d'être dans les prisons et de caractériser cela par sa nullité, Alassane Ouattara, par contre, démontre que lui, il est un homme politique. C'est quand la Côte d'Ivoire est dans des situations difficiles. Imaginez-vous, en 1990, le PDCI, eux tous étaient là. Qui a pu aider Félix Houphouët-Boigny? C'est Alassane Ouattara. Ils étaient là, hein, mais c'est Alassane Ouattara qui est venu sortir la Côte d'Ivoire de la mauvaise passe. En 2010, si ce n'était pas Alassane Ouattara, il y avait quel garçon vous voyez qui pouvait mettre fin à la chienlit que Laurent Gbagbo avait installée? Et aujourd'hui, là, regardez, avec le pays qui est entouré de pays djihadistes, si ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est qui peut encore aider la Côte d'Ivoire? Et donc, dans le destin d'Alassane Ouattara, c'est un homme réel qui vient en temps de difficulté. Sinon, en temps de paix et puis en temps où tout est bien là, tout le monde est brave et tout le monde est courageux. Aïe. Moi, devant ma femme et mes enfants là, moi je joue les Rambo. Hein. Je suis le plus fort du monde. Et c'est ce que tous les hommes font. Mais quand tu sors dehors là, tu connais tes vraies limites. Quand ton patron va limer dans ton dos là, tu sais qui est le plus fort. Mais parce que à chaque endroit, mais à chaque moment, on peut se permettre certaines choses. À chaque moment qu'Alassane Ouattara vient prendre le pays, c'est parce qu'il n'y a pas de vrais garçons qui peuvent supporter le poids de la difficulté. Donc Alassane Ouattara, dans son destin d'homme politique, ne vient pas au moment où tout est facile. Il vient au moment où personne ne peut faire quelque chose. Et ça, l'histoire retiendra cela. Que l'homme politique qui en 90 est venu sortir la Côte d'Ivoire, qui était complètement au bout de l'échec total, c'est Alassane Ouattara. En 2010, n'eût été Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo aurait, même aujourd'hui en 2025, il sera au pouvoir. Il a fallu le petit téléphone d'Alassane et son intelligence pour enlever Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, face aux djihadistes, n'eût été Alassane Ouattara, qui aujourd'hui peut lutter efficacement contre ces djihadistes. Et donc vous comprendrez que cet homme-là, il n'est pas là quand tout va bien. Il n'est pas là quand tout le monde peut jouer les braves. C'est quand tous les soi-disant braves échouent là, que lui maintenant il vient et puis maintenant il traite le problème. Et il vient et puis il traite le problème. Et donc c'est très important qu'on puisse le dire. Mais à contrario, écoutez ici, Laurent Gbagbo, qui est décrit par un homme politique en Côte d'Ivoire, et je vais permettre que ce dernier vous donne le destin politique de Laurent Gbagbo, pour que vous l'entendiez de vous-même, et comme ça vous ferez la différence. Je n'aime pas juger Laurent Gbagbo, ça me dérange un peu. Parce que c'est un monsieur qui a un destin politique particulier. En 1972, il fait la prison pour la première fois à Séguéla. En 1982, il va en exil. C'est une autre forme de prison. En 1992, il est en prison, après les événements de février. Vous comprenez?
En 2002, il connaît les rébellions. Et puis, chemin faisant, en 2011, il se retrouve en prison à la CPI. Vous voyez un peu le destin de l'homme? Donc, je pense qu'il faut en tenir compte quand vous faites une analyse. Parce que quoi qu'on dise, en sciences politiques, nous étudions le destin politique des hommes politiques. On a étudié Franklin Roosevelt, on a étudié Napoléon, on a étudié le tsar, Nicolas, etc., etc. Donc chaque homme a un destin politique. Voilà, donc je ne parlerai pas de bilan. Voilà, parce que les 10 ans de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, ça a été du gâchis, tout simplement. Parce que nous avons vécu une société désintégrée. Voilà. Il y a eu les rébellions, la Côte d'Ivoire a été coupée en deux. On n'avait pas une armée. Voilà. Parce que si la rébellion a prospéré, c'est parce qu'il n'y avait pas eu d'armée digne de ce nom. Parce que quand vous êtes chef d'État, il y a ce qu'on appelle les oreilles de la République, les renseignements généraux, l'espionnage, le contre-espionnage, des gens qui vous font des rapports au quotidien. C'est à vous de gérer l'information. Vous comprenez? Un État trop sérieux. C'est un échec de Laurent Gbagbo. Il n'a pas su gérer les informations. Donc on ne peut pas accuser la France. C'était son incompétence. Voilà, c'était son incompétence. Voilà. Vous ne pouvez pas avoir une puissance nucléaire contre vous et puis dire que vous pouvez la combattre comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Et mieux quand vous regardez bien pendant cette période. Mais Laurent Gbagbo a toujours voulu être l'ami des Français. Alors que là, tout le monde lui disait que c'est la France qui te fait la guerre. Mais il était convaincu d'être l'ami des Français. Après, il a renouvelé tous les contrats économiques des entreprises françaises. Il le dit dans lui-même dans son livre avec Mattei. Et pourtant, je leur ai tout donné. Donc, Laurent Gbagbo, c'était pas un homme de rupture avec la France. C'était un France-africain. Après, il finance même la campagne de Chirac. Vous comprenez? C'est ça aussi le populisme. Il finance la campagne de Chirac. C'est de l'incompétence. Moi, je mets ça carrément sur le compte de l'incompétence. Donc, je n'aime pas trop. Donc, on ne peut pas parler de bilan, de machin et tout. Non, il n'en a pas parce que, bon, il ne pouvait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sinon, les conditions dans lesquelles Gbagbo est arrivé au pouvoir, après le coup d'État de Guéhi et après ces élections que lui-même il qualifiera de calamiteuses, franchement, la première des choses qu'il fallait faire, mais c'est d'organiser le système sécuritaire de son pays. Il n'a pas été capable de le faire. Donc moi, personnellement, je ne le juge pas parce que je pense qu'il a suffisamment souffert dans sa chair, mais du point de vue politique, c'est un populiste. Et généralement, les populistes sont incompétents. Prenez le cas de la Guinée. Sékou Touré fait un discours le 28 septembre 1958. La Guinée préfère la liberté dans la pauvreté. Et la liberté dans la pauvreté, depuis qu'un pauvre est libre. Mais les gens applaudissent. Ça, c'est un discours populiste. Voilà. Depuis quand? Il dit la Guinée préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Il a vu un homme riche être esclave. C'est faux. Mais c'est des discours, quand tu les entends, ça résonne bien dans les oreilles. La liberté dans la pauvreté. Un pauvre n'est pas libre. Ça n'existe pas. Ni du point de vue philosophique, ni du point de vue anthropologique. Un pauvre, il est esclave. L'opulence dans l'esclavage, ça n'existe pas. On ne peut pas être opulent dans l'esclavage. Quand on est riche, on est libre. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut se payer ce qu'on veut. Mais ce sont des discours que les gens écoutent. Donc les gens sont heureux d'entendre ce genre de discours. Ce genre de discours-là, c'est du populisme. Aujourd'hui, quand vous regardez la Guinée n'a pas décollé. Voilà. Donc il faut que nous apprenions en Afrique à sortir des discours populistes. Parce que les enjeux sont importants. Nous sommes 1 milliard, plus d'1 milliard sur le continent africain. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Il ne s'agit pas de faire des discours. J'entends souvent les cyberactivistes panafricains, etc., qui tiennent des discours, machin. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, il s'agit de construire le développement économique et social de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Avec ou sans la France? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça l'enjeu. Donc, nous, ne perdons pas notre temps dans les faux discours. Vous comprenez? Il nous faut être concret, pratique et pragmatique.
pour faire décoller l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Et moi, personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire doit être le pivot de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et nous devons travailler à cela, mais dans la paix et la non-violence.